Bonsoir à tous, chère Cate, cher Todd. Quel bonheur et quel honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui pour accompagner les deux films que vous avez faits ensemble à ce jour. Je salue également la présence à nos côtés de Ed Lachman, le formidable directeur de la photographie de I'm Not There. Il est aussi le directeur de la photographie du film qu'on verra à 20h, Carole. Et puis je salue bien sûr la présence de Christine Vachon et de Pamela Koffler de Killer Film, qui ont produit tous vos films Todd depuis Poison en 91. Alors nous avons déjà présent, et je salue aussi, excusez-moi, Laura Rosenthal, la directrice de casting de I'm Not There, qui est également avec nous. Donc nous avons déjà présenté à de multiples reprises Todd, qui est devenu notre cinéaste de cœur pour toujours, et ses merveilleux films depuis l'ouverture. Mais avant de commencer la discussion, je me permets de revenir très brièvement sur les grands jalons de votre carrière, Cate, qui nous rejoignez aujourd'hui, pour les spectateurs. Depuis la fin des années 90, vous avez tourné avec les plus grands cinéastes, avec Sally Potter, avec Sam Raimi, Peter Jackson, Jim Jarmusch, Wes Anderson, Martin Scorsese, Alejandro González Iñárritu, Steven Soderbergh, Steven Spielberg, David Fincher, Ridley Scott, Woody Allen dans Blue Jasmine, qui vous a valu l'Oscar de la meilleure actrice, Terrence Malick, Richard Linklater, Guillermo del Toro, Adam McKay, Todd Field dans Tar, qui est sorti tout récemment et dans lequel vous donnez à nouveau une performance éblouissante, et puis bien sûr, à deux reprises avec Todd Haynes. Votre interprétation dans I'm Not There a été couronnée notamment par la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise, où le film avait été présenté en compétition en 2007. Alors venons-en précisément à I'm Not There. Todd, alors même que vous étiez en train d'écrire le scénario de Loin du paradis au début de l'année 2000, vous vous replongiez dans la musique de Bob Dylan et l'idée d'I'm Not There commençait à germer. Pourriez-vous nous raconter le processus qui vous a amené à imaginer un biopic très singulier, consacré à une période particulière de la vie de Bob Dylan et de sa création, sur une décennie, celle des années 60, avec 5 acteurs très différents et une actrice, Cate, pour l'incarner? I first just want to thank this amazing audience and this incredible department and this incredible museum for this week we've had. It's been a mind-blowing experience for me. And I cannot thank Cate enough for joining me on this day for these two movies. I did watch Carol a few days ago, and I hadn't seen it in a while. But I haven't watched I'm Not There since 2007. I kept meaning to watch it again, and I just have been busy and I haven't watched it. And I've been looking forward to watching it, but it's just on I'm having a sort of emotional experience watching it because it, more than I remember, it kind of comprises so many of my films, and from the oldest, earliest films, even up to the quote from Two or Three Things I Know About Her, which I forgot we had sort of bastardized in the script. So it looks backward and forward in my own filmmaking, while of course focusing on the most extraordinary creative artist as a subject, and inherently questions about
how we make art, how we create, how we survive the process of creation. And because it's Dylan, this profoundly layered, nuanced reflection and reproduction and recreation of American culture, erupting from the moment of the 1960s and the present tense of the 1960s, but realizing how much the haunted histories of American folklore and traditional culture became inescapable for Dylan at a certain point as part of his project. So all of that it really was like a sort of a thesis project of me studying Dylan and wanting to really use every word, every phrase, every sentence comes from something he wrote or something he was interested in or influenced him, or something that defined the 1960s and its cinema. The idea just came when I found myself getting back into his music after Velvet Goldmine, and with a kind of strange urgency where I felt something about that voice and that energy and that sense of a kind of fuck all, anything's possible drive was something I sort of was needing in my life. And again, maybe as this happens with all of us, I think, sometimes before you realize how much you even need it, you go somewhere and you're like, oh, right, I need this. I really need this. And it was also a time where his recordings, unreleased recordings, were starting to come out that Jeff Rosen has been continuing to release ever since. So there was a lot of newly released material from the past that was extraordinary to look at. But I started to read biographies. All the biographies described this protean figure who kept changing wildly fast every few months throughout the 60s in his absorbing of the culture around him. And I just thought that was so fascinating as a potential way of describing him on film. Tout d'abord, je tiens à remercier ce public extraordinaire, le Centre Pompidou, le département film pour la semaine extraordinaire que j'ai passée, et surtout Cate de venir comme ça achever cette semaine-là de la présentation de mes films. C'est un cadeau merveilleux. Moi, je viens de vivre moi-même une très grande expérience émotionnelle, puisque Carol, j'ai eu l'occasion de le revoir ici dernièrement, mais I'm Not There depuis 2007, je n'avais pas eu l'occasion de le revoir, et là ça m'a vraiment frappée. Ça a été une sorte de redécouverte pour moi de voir à quel point tous mes films sont compris dans I'm Not There, depuis les tout premiers jusque la citation de 2 ou 3 choses que je sais d'elle qui est ici modifiée. Ce sont des choses qui me sont revenues et qui m'ont frappée. Ce qui était à l'œuvre à l'époque pour moi, c'était vraiment de me pencher sur l'expérience créative, sur la façon dont on crée la matière même de l'art et la façon dont on survit à la création. C'est ce dont il s'agissait à travers la figure de Dylan, et en l'occurrence ce qui là aussi m'est apparu très clairement, l'omniprésence et la dimension nécessaire du folklore et de la culture populaire américaine dans la définition même de l'être de Dylan. Et donc pour moi, l'idée de faire ce film est venue en fait un peu comme une sorte de contre-coup. Après Velvet Goldmine, je me suis ressentie dans une espèce de besoin et cette espèce d'impulsion qu'il faut faire quelque chose, il faut se lancer, il faut y aller, et peu importe, on y arrivera. Et parfois, je suppose que ça arrive dans la vie de tout le monde, où on anticipe un peu ses propres besoins et ses propres désirs, c'est-à-dire qu'on se retrouve attiré vers quelque chose, on le fait sans savoir à quel point il nous était vital à ce moment-là de notre vie de le faire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi sur ce projet, et à travers ce personnage extraordinaire qui était Dylan.
Dylan, cet artiste absolu qui était Dylan, et cette décennie effectivement des années 60 dans sa vie, où il était dans une transformation constante, quasiment tous les quelques mois, il absorbait toute la culture qui l'environnait, et dans cette mesure-là, il a aussi été un formidable concentré de tous les enjeux culturels de l'identité américaine de cette décennie. Cate, lorsque Todd est venu à votre rencontre avec cette idée, somme toute assez folle, et l'envie de vous faire incarner Bob Dylan, quelle a été votre première réaction et comment vous êtes-vous préparé pour vous glisser dans la peau d'une légende vivante, d'un monstre sacré de la musique américaine, qui plus est un homme? Well, obviously I knew Todd's work. The first film of Todd's I'd seen was Superstar. I saw a bootleg copy, and so I'm really upset that I couldn't see it big. So in a way, I'd already said yes, but I thought I had misheard my agent when she said I think he wants you to play Bob Dylan. So I went really intrigued, and then we met in LA, and Todd, as you'll see from the catalogue, is intensely visual, and you came with these really strange juxtaposed images, and I thought that smashed up against that will make some kind of sense that I have never seen in the cinema before, and so obviously it was to work with Todd. But I thought sometimes when you hear an idea or you read a story and a script and you have an idea, you get a sense of what it might be, a taste or a flavour of what the energy or what the outcome might be, and I think this was a real case in point of I always think you should turn those jobs down. You should give it to someone who doesn't know what the answer is, because the process of making it is finding out what it is. And I had no fucking idea what this was. but I wanted to find out. J'admirais, je connaissais le travail de Todd, j'avais vu ce film depuis Superstar et j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir le revoir ici. Et en soi, l'idée de travailler avec lui m'enchantait, mais lorsque mon agent m'a dit que c'était pour incarner Bob Dylan, j'ai cru mal entendre. Je me suis dit ça doit être autre chose que cet homme-là veut me proposer. Mais finalement, quand il est venu et qu'on s'est rencontrés à Los Angeles, comme vous avez pu le voir à travers le livre qui est publié à l'occasion de la rétrospective, c'est un homme extrêmement visuel, donc il est déjà venu avec cette juxtaposition d'images, et donc moi je commençais à naviguer entre dans ce monde visuel-là en me disant comment la fusion de ces images-là, qu'est-ce qu'il essaye de créer à travers ça, et c'est là que ça a commencé à me séduire. En fait, souvent, quand vous lisez un scénario, vous commencez à ressentir un parfum, une impression de ce que le résultat final peut être, et c'est ce qui vous tend à peut-être même à écarter un projet dans la mesure où la faisabilité vous paraît trop évidente. Là, je ne voyais pas du tout comment ça allait être, comment on allait faire, mais j'étais persuadée qu'avec lui, on trouverait. But I must say that, and I don't know if I've told you this, that in terms of preparation, I was playing Queen Elizabeth, and I kept getting thinner and thinner and thinner, and my corset had to be taken, because I was literally meant to finish filming Elizabeth on the Friday, pick up my kids and travel to Montreal and start shooting on the Monday. And we were living in London at the time, and I was walking along the street with my husband, and I got tunnel vision, and I realised I was having a panic attack. And so I said, I can't do this. I'm going to have to call Todd and tell him I just can't do this. I can't walk off set from playing the Queen of England to playing Bob Dylan. I just haven't got enough time to prepare. And Hilda, my agent, she never, ever says to me, she says, you have to do this.
You can't not do this. So I realized, and then I stepped on set, and it just unfolded, because Todd has this ability to create just the right amount of crazy to make your synapses sort of connect in a different way, so that the thing is always existing between you, and so But I'm so glad I didn't say no. Yeah, I had a panic attack. Yeah. Bon, je ne te l'avais pas raconté, mais en réalité, à propos de préparation, je dois vous dire que ce tournage, une fois que je l'avais accepté, s'enchaînait immédiatement avec le tournage du film où j'incarnais la reine Elisabeth. Donc, jusqu'au vendredi, j'étais la reine Elisabeth, et donc je maigrissais à vue d'œil, et donc il devait serrer de plus en plus mon corset, et j'avais le week-end pour aller chercher mes enfants et repartir pour incarner Bob Dylan le lundi à Montréal. Et en fait, je me revois, on habitait à Londres à l'époque avec mon mari, en train de marcher et d'être saisie d'une crise d'angoisse, en me disant, mais en fait, c'est impossible, je ne peux peux raisonnablement pas passer comme ça du jour au lendemain de la reine Elisabeth à Bob Dylan, et donc il faut que j'appelle mon agente et que je dise que je ne peux pas, mais ce n'était pas possible, m'a-t-elle dit, de ne pas le faire, et donc j'y suis allée, je me suis présentée sur ce plateau-là le lundi, et par magie, la magie de Todd fait qu'il y a toujours l'exacte dose de folie nécessaire pour que, une fois que vous êtes entre les mains de Todd, vos synapses se connectent d'une autre façon, un autre possible existe entre nous tous, et que la magie prenne, et que Dylan existe. Alors, Cate, j'imagine que vous aviez vu pas mal d'images de Bob Dylan à cette époque, et j'imagine que vous aviez vu pas mal d'images de Bob Dylan à cette époque. Et l'approche que vous avez de son personnage semble très physique au départ. Elle passe beaucoup par sa gestuelle, par sa manière de bouger. Est-ce que vous souvenez de ça, de la manière dont vous êtes entré dans le personnage? Yeah, well, I mean, I've always been obsessed with his music, but not so much with the man. And when I was playing Queen Elizabeth, every lunchtime, I would watch the outtakes from the Pennybaker documentary of his interface with the press, which was just so far ahead of its time. I mean, these ellipses and the poetical, quixotic responses, and there was an outtake. It's in the documentary, but where he is getting increasingly wasted in the back of the car with John Lennon, and John Lennon is just toying with him like a cat with a mouse, and Bob, I think I can call him Bob. I've never met him, by the way. So it was, but it was also through the music, and I knew it was. I must also say, panic attack aside, it was the most liberating thing I've ever done, because. And this is where you're so such a genius, is you couldn't have had a man play that's inhabit that silhouette, because it's too iconic. Whereas I had so much license to hide and be seen. Yes, it was through watching, and then kind of throwing it away really. My first day on set was taking all of the album covers and doing all the video stuff. So it was a great way in. So it was like a dance. So it was a physical. It was a physical beginning. Yeah. But I do remember having to basically, haunt you. You were in New York. You were in Cate Blanchett. This is before Elizabeth. Yes. And come and hang out and watch, and we kept watching the videos together, because around this time
I forgot it was this many years earlier than I'm not there, but Scorsese had gotten access to all of the material that Penny Baker shot in color of Dylan in 1966. Not the black and white material that's best known for Don't Look Back, but all that amazing color stuff. And it was a completely different Dylan one year later from 1965 to 1966. And he had lost a tremendous amount of weight. And he was like this jittery marionette, like never. And he had these weird sort of effeminate gestures. And this was precisely why I just knew a woman had to reinvent this character and sort of reinstate a kind of sense of shock. Like, it's among the most famous images of Bob Dylan in his career now, but at the time, the spectacle of this man inhabiting that body and acting that way, let alone the music that was coming out, that electric music with a band, must have been just an astonishing thing to see. So we had to do something, and to hear you say that was liberating is so cool. You know what I mean? That sense of sort of having to kind of reinvent him from the core. Yeah. En fait, j'étais assez obsédée par la musique de Dylan, mais pas du tout familière du personnage du bonhomme, je ne le connaissais pas. Et donc, une fois qu'on était en train de tourner, je me souviens qu'à chaque pause déjeuner, je passais en revue toutes les images du documentaire de Penn Baker sur lui pour voir précisément ces images-là qu'on ne connaissait pas, de notamment toutes ces échanges avec la presse qu'il avait, dans lesquels il était très étonnant et très en avance sur son temps, avec ses réponses très évasives, très poétiques, ses ellipses qu'il faisait, sa façon de se mouvoir dans ces mouvements-là, c'était quelque chose de très inattendu. Et je dois dire, la crise d'angoisse mise à part, ça a été une expérience extrêmement libératrice et jouissive pour moi que d'avoir à réincarner ce personnage, parce que c'est là où Todd a pris une décision géniale. C'est qu'en fait, un homme ne pouvait pas, c'était une figure trop iconique pour qu'un homme puisse l'incarner de façon littérale, et il fallait la réinterpréter, la rejouer. Et moi, j'ai eu vraiment toute l'attitude pour le faire et pour le réinventer, et en voyant, en me saoulant de toutes ces images-là où je voyais en fait à quel point c'était quelqu'un de complètement inattendu à cette époque-là. Et Todd dit, moi j'ai le souvenir encore avant, Elisabeth, tu jouais Eda Gabler à New York, et moi je te harcelais un peu, je venais tout le temps te voir, à te montrer précisément toutes ces vidéos, toutes ces images, et notamment toutes les images en couleur auxquelles Scorsese avait eu accès, non pas les images en noir et blanc très connues qu'il a utilisées dans Don't Look Back, mais des images en couleur d'un an après, entre 65 et 66, il était complètement transformé, il avait inventé ce personnage-là inconnu, extrêmement comme ça, comme une espèce de marionnette qui gigotait, très, très efféminée, et donc c'était évident qu'il fallait inventer quelque chose pour le donner à voir, et donc une femme, ça m'a semblé nécessaire. Que tu l'aies fait et que tu dises que ça a été une expérience libératrice, c'est génial, parce que c'est vraiment ce qu'on a cherché. Todd, comment les choses se sont passées avec Bob Dylan? Vous aviez eu une expérience compliquée avec David Bowie, qui avait refusé ses chansons pour Velvet Goldmine, et ça avait été finalement très positif pour le film, puisque vous avez produit un album formidable pour le film. Ça s'est passé très différemment avec Dylan. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Absolutely. It was a concept that I first brought to Christine, this multi-character approach to telling Dylan's story. And in this case, I knew there was no possible way to do this film without the actual music, however we would produce it or interpret it. And so I said, that seems like a pretty tall order, that Dylan seems about as formidable a subject to ask for rights from than of anyone I could imagine. And Christine said, let's, as she often is, extremely pragmatic, and just was like, let's give it a shot. Let's take the first steps and see what happens. So she suggested we talk to Jesse, his oldest son, who was a filmmaker.
indie filmmaker and works in commercials and other kinds of filmmaking. And Jeff Rosen, Dylan's manager. So we got them on the phone and I described the concept. And Jeff actually, they didn't like hang up or freak out or, you know, they were like, this actually reminds me of something Allen Ginsberg once said about Dylan being a sort of series of American archetypes all sort of coexisting in one artist's work, body. And Jeff said, okay, I suggest you just write down your idea. You know, don't use the word voice of a generation, genius, you know. Send it to me, we'll send Dylan, who loves cinema, who watches a lot of different kinds of movies on his never-ending tour where he's always on the tour bus. We'll send him the material and see what he says. So we'll send some of your films with it. And so we did, and I think it was like something like within a month that we heard back from Jeff Rosen, and he said, yeah, I talked to Bob, and he said, yeah, let's give the guy the rights to all the music and life rights. Which was, I still really, truly, to this day, can't quite believe that happened. But what was even more remarkable is that Dylan just sort of stepped away from the process and let Jeff negotiate the day-to-day aspects of it. Obviously, there was a lot of derogatory aspects of the various Dylans depicted in this film quite freely. There was never any interference with how he might be represented or a sense of wanting to control that. There was really this sense of an artist somehow giving another artist, if I dare describe myself that way, that kind of space, you know, and trust. And I never tried to talk to him during the making of it. You guys never met. No. And I've still never met him. No. We better go, Cate. We better go to a concert and meet him before. Yes. Oui, en fait, dès que j'ai eu cette idée d'avoir un film sur Dylan avec plusieurs personnages pour l'incarner, comme toujours, je me suis adressée à ma productrice, Christine Vachon, en lui disant que cette fois-là, il n'était pas possible de se passer de la musique de l'artiste en question, que quelle que soit notre manière d'interpréter ou de produire sa musique, il nous fallait les musiques elles-mêmes, et donc je n'osais même pas envisager l'idée d'aller frapper à la porte de Dylan pour lui poser la question, et je me demandais par quel bout le prendre, et Christine, comme toujours, a été super pragmatique. Elle a dit écoute, on ne sait jamais, on tente le coup et on verra bien. Et en l'occurrence, tenter le coup, ça a été à travers deux personnes. D'une part, son fils aîné, Jesse, qui fait des films lui-même, et puis son agent, Jeff, et son manager. Et donc, on leur a passé un coup de fil en leur présentant le projet. Et aussitôt que j'ai dit ça, Jeff ne m'a pas raccroché au nez. Il s'est pas mis à me hurler dessus. Il m'a dit « Ah oui, ça me fait penser à quelque chose que Ginsberg avait dit à propos de Dylan, que c'était réuni en un seul homme tous les archétypes de la société américaine. » Donc, c'était déjà plutôt bon signe. Et donc, il m'a dit ce que tu fais, c'est que tu rédiges un petit topo présentant ton projet de façon extrêmement transparente. Ne dis pas que c'est la voix d'une génération, ne dis pas que c'est une star, présente juste le projet tel qu'il est. C'est ce que nous avons fait, nous l'avons écrit, et nous y avons joint quelques films, et nous avons envoyé le projet à Dylan, et je crois qu'un mois après, il était lui en tournée dans son bus, et un mois après, Jeff m'a appelé en disant c'est bon. J'ai discuté avec Bob et il est d'accord pour te donner les droits de toutes ces chansons à vie. À ce jour, j'ai encore du mal à y croire. Je ne sais pas comment ça a été possible, mais je dois me rendre à l'évidence que c'est sa façon d'être, c'est-à-dire que ça a été vraiment un artiste qui, si je peux me permettre, donne à un autre artiste totale liberté, lui donne son espace, sa confiance pour recréer. Et quand on pense aux détails de ce qui a été fait, de la liberté qui a été prise dans l'interprétation du personnage ou des épisodes de la vie de Dylan, il aurait pu y montrer une certaine sensibilité, mais en fait pas du tout. Il s'est complètement écarté de la question et il a laissé Jeff régler les détails
de ce travail, et lui a pris une distance totale. D'ailleurs, je dois dire qu'à ce jour, je ne l'ai toujours pas rencontré, Cate non plus, on ne l'a toujours pas vu, donc il faut peut-être qu'on aille le voir à un concert avant qu'il soit trop tard. J'ai 2 dernières questions. La première pour vous, Todd. Vous avez, avec votre équipe et notamment avec Ed Lachman, votre directeur de la photographie, beaucoup travaillé à imaginer et créer des styles différents pour chaque segment de la vie de Dylan qui sont représentés dans le film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Absolutely. The ways I wanted to sort of distinguish the characters and sections of the film was a sort of an invitation, a demand to look at cinema from the 1960s and to assign different kinds of root references to each one. And so the Woody story, that was more of a kind of American picaresque, although Face in the Crowd was a film Bob Dylan loved, and it sort of mimicked in the film within the film that Heath Ledger plays Christian Bale in the movie Grain of Sand or something like that. The Charlotte and Heath story was definitely inspired by Godard and films that were sort of classic mid-60s, Godard, Masculine, Feminine being a central one, 2 or 3 things I know about her. And I wanted a very different kind of visual language to distinguish from the others. And I also felt like there were always very interesting and at times troubling ways women are depicted in some of those films, or at least ways that make you question his feelings about women. And so I wanted that to be a sort of dilemma, I guess, as you watch that film. But I sort of forgot how much you are really anchored in Charlotte's point of view through that story. The Jude section of Cate's was, a lot of people will refer to it in reference to Don't Look Back, the Pennebaker documentary, but it wasn't Don't Look Back, which is an exquisite film, classic verite filmmaking. It was like 8.5. It was much more of a surrealist, ironic, humorous sort of play on the artists being confronted by their work and the expectations from fans, and that sort of urban alienation that occurs so beautifully in that film, and which felt much more relevant to, Blonde on Blonde era of Dylan's lyrics and sort of urban sort of melodrama. And then the Jack Rollins and Pastor John stuff is documentary inspired, like sort of somewhat cheesy documentary reportage that Christian and Julianne made feel so utterly hysterically real. But the Billy section was this real opportunity to kind of get into the hippie westerns of the late 60s and lean into the Greil Marcus ideas that come out of his book, The Old Weird, I think it's been retitled, The Old Weird America. And it's a sort of way that he uses the basement tapes as a literal literal location that he populates with this idea of a town. I don't think he called it Riddle in his book, but where the characters and the fragmentary nature of these images from traditional music and traditional American history find this sort of strange, grotesque kind of inhabitants. So that was where that one came out of. Donc en fait, il y a d'abord la dimension de Billy, c'est un peu cette tradition d'ailleurs à laquelle s'intéressait Dylan de cinéma picaresque
américain, avec aussi le film dans lequel joue Heath, le film dans lequel il joue, le grain de sable, qui fait référence à ce genre de cinéma. Et après, pour ce qui est de la relation entre Charlotte et Heath, c'est vraiment une référence directe au cinéma de Godard, avec quelque chose que j'avais un peu perdu de vue et que j'ai revu aujourd'hui, qui est à quel point nous sommes vraiment ancrés du côté du personnage féminin de Charlotte, parce que même si c'est une référence assez directe à masculin-féminin ou à 2 ou 3 choses que je sais d'elle, j'avais toujours eu une relation un peu problématique avec la façon dont Godard représente ces personnages féminins. On se demande toujours quel lien il a, lui, avec ces femmes-là, comment il les voit, comment il les donne à voir dans ses films. Et donc ici, c'est vraiment de sa perspective que l'on entre dans cette dynamique de couple godardien. Et après, il y avait le segment de Jude. On m'a beaucoup parlé de Don't Look Back, qui est un documentaire merveilleux, mais ce n'était vraiment pas du tout l'idée. Pour nous, on était beaucoup plus dans 8 et demi, on était dans quelque chose de ce burlesque, de cet environnement très urbain, très ironique, et de la confrontation de l'artiste avec la perception de son art et les attentes des admirateurs vis-à-vis de son art. Donc on était beaucoup plus chez Fellini que dans le documentaire. Et pour ce qui est de la partie vraiment documentaire, qui est documentaire de bas étage un peu, auquel Julian et Christian ont contribué de façon merveilleuse. C'était censé être là aussi une espèce de mise en abîme de faux documentaires, de mockumentaires sur la personnalité de Bob. Et pour ce qui est de la partie de Billy, c'était vraiment revenir un peu sur ce genre très ancré dans le paysage américain, dans lequel le lieu, alors ça s'appelle peut-être pas Riddle dans le livre d'origine, mais le lieu devient partie prenante des enjeux qui se jouent sur ce territoire et entre les personnes. Et donc là aussi, c'est vraiment ce qui bouclait la boucle des genres cinématographiques qu'il s'agissait d'aborder à travers les facettes de Bob Dylan. Cate, une toute dernière question. Quelle a été votre réaction en découvrant le film et toutes ces incarnations de Dylan? Et avez-vous reconnu Dylan en vous? It was a feast. And it was just watching it then. There was so much that I had forgotten that I thought, God, I had that strange ghosting moment. Was I actually there? Was that someone else? It felt like a fever dream. But it was revelatory watching it all come together. It's because you realise that you're only playing, which we all knew, we were playing one dimension of the same creative force. So to see that all come together, there's not a frame, there's not a moment, there's not a character, there's not a piece of doubling that you couldn't cut, because for me it makes rhythmic sense. And a lot of the things that I had guessed at, it was really great to see that being embodied by other characters, I think. And also, I found it very moving to see Heath up there. What an incredible actor he was, and what a loss. Ça a été une jubilation totale, cette découverte, et cette redécouverte en l'occurrence aujourd'hui, de voir à quel point il y a quelque chose de très complet, de très fin, de très juste, des morceaux qui viennent s'assembler. Évidemment, au moment de le tourner, on le savait tous que l'on ne composait qu'une facette de ce bijou-là, mais après de voir toutes les facettes et de se rendre compte à quel point on est complémentaires dans la représentation de cette force créatrice-là, et que dans cet ensemble-là, façonné de façon si magistrale, il n'y a pas un plan, pas
un personnage, pas une réplique que l'on peut retirer parce que il y a une musicalité, un rythme qui compose l'ensemble de cette œuvre-là. C'est extrêmement agréable. C'est une vraie révélation que de le revoir. Et évidemment, aujourd'hui, voir Heath, voir cet acteur génial qui faisait partie de cette construction-là entre nous et de voir la perte que c'est aujourd'hui, c'est aussi très émouvant. Merci énormément, Cate, Todd. Thank you.